l'abondance de richesses ne nuit pas en tant que telle. C'est la vraie malédiction, c'est celle des mauvaises politiques publiques. Il existe des pays qui, malgré leurs ressources naturelles, demeurent pauvres. Je pense au Congo, je pense au Togo, je pense à des pays comme le Gabon. Cela porte un nom, la malédiction des ressources. Les rumeurs sur la richesse du sous-sol haïtien sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus de rapports font état d'un sous-sol extrêmement riche. Pétrole, or, iridium, osmium, etc. Alors la question qui se pose, peut-on parler de la malédiction des minerais dans le cas d'Haïti? Cette question fera l'objet des 2 prochaines émissions d'Haïti Culture et Perspective. La première émission sera intitulée « La malédiction des ressources naturelles, que peuvent apprendre les Haïtiens du drame congolais ?» La deuxième émission sera intitulée « La malédiction des ressources naturelles, les 5 menaces pour Haïti ». Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Malédiction des ressources, malédiction des matières premières, malédiction des richesses naturelles, paradoxe de l'abondance, etc. Ces termes renvoient à une thèse développée en 1990 par le géoéconomiste américain Richard Rorty dans son ouvrage « L'industrialisation basée sur les ressources, semer le pétrole dans 8 pays en développement ». Ce livre est la première analyse transnationale sur les difficultés d'une stratégie d'industrialisation basée sur les ressources naturelles dans 8 pays exportateurs de pétrole dans les années 70 et 80. Le Bahreïn, le Cameroun, l'Indonésie, la Malaisie, le Nigeria, l'Arabie Saoudite, le Trinité et Tobago et le Venezuela. Sa thèse est relativement simple. Les pays pétroliers enregistrent une croissance et un développement économique inférieurs à ceux des autres pays moins riches en pétrole pour toutes sortes de raisons. Économiques, politiques, sociales, militaires, etc. On dit alors que cette richesse naturelle relève d'une forme de malédiction. Mais le mot malédiction n'a rien de religieux. Il s'agit d'un effet négatif de la gestion des ressources. Si Richard Rorty parlait spécifiquement de la malédiction du pétrole, l'idée s'est généralisée aux autres matières premières. Richard Rorty montre que l'industrialisation basée sur les ressources est une forme de développement qui relève d'une grande spécificité et comporte ces risques que ces pays ne prennent pas assez en compte. Il met en garde contre les contraintes d'efficacité, la compétitivité, les risques de gestion, la volatilité des marchés énergétiques et des prix, l'inefficacité macroéconomique, etc. Alors, Haïti, dont les ressources naturelles sont avérées, est-elle en train de passer par la malédiction des ressources naturelles? Avant de tenter de répondre à cette question, parlons de la République démocratique du Congo et voyons ce que nous pouvons apprendre de l'expérience de ce pays. Nous aurions pu considérer des dizaines d'exemples, mais prenons la RDC, parce qu'elle est symptomatique de ce paradoxe des richesses. En effet, le Congo est riche en minerais stratégiques. Pourtant, sa population est pauvre. Ici, on parlera de ressources déterminantes de développement, ou RDD, parce que l'expression minerais stratégique ne permet pas de penser les ressources en termes de vecteurs de développement. Or, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir comment ces richesses peuvent conduire au développement. La RDD, c'est par exemple l'iridium de l'Afrique du Sud, le cuivre du Chili, l'uranium du Niger, le pétrole du Venezuela, le gaz de l'Iran ou alors le manganèse du Gabon. Selon la CIA, la RDC possède les ressources suivantes: cobalt, cuivre, niobium et tantal qui sont les dérivés du coltan, pétrole, diamant, or, argent, zinc, magnésium, étain, uranium, charbon, etc. L'agence américaine toujours bien informée les appelle « the conflict minerals », des minerais qui tendent à provoquer des conflits, parce qu'ils sont chassés par toutes les puissances mondiales. Tout le monde regarde le Congo pour ces minerais. Il est presque impossible d'établir une nomenclature des RDD
de la RDC, tant le sous-sol de ce pays est riche. Selon la CIA, la RDC est le premier producteur mondial de cobalt, un minerai stratégique essentiel pour faire face à la transition énergétique. En effet, le pays possède 70% des réserves mondiales selon la CIA. La province de Lualaba, près de Kolwezi, est baptisée la capitale mondiale du cobalt selon un article de la RTBF. Pour vous donner une idée, selon Statista, la RDC tenait une production de 95 000 tonnes de cobalt contre seulement 9 000 tonnes pour le deuxième producteur mondial, c'est-à-dire la Russie, et seulement 5 630 pour le troisième, l'Australie. En 2022, la production de la RDC était de 144 936 tonnes contre 9 454 à l'Indonésie et 7 000 à l'Australie. Donc il s'agit là d'un avantage concurrentiel écrasant pour le Congo. Le cobalt serait donc la RDD principale de la RDC. Surtout quand on sait que ce minerai est indispensable pour les industries suivantes, l'aviation, l'automobile, la médecine, etc. Le marché est en pleine effervescence, car pour réaliser cette évolution énergétique dont tout le monde parle, l'industrie automobile en a grand besoin. Selon un article de la RTBF, le cobalt se trouve dans les batteries des voitures électriques. Il faut 10 kg de cobalt pour fabriquer une batterie de voiture électrique. Il est également un des composants essentiels des installations de stockage des énergies renouvelables, éoliennes et solaires. Donc, pas de transition écologique sans le cobalt du Congo. Dès lors, depuis 2010, la demande mondiale de cobalt a triplé. Selon l'Agence internationale de l'énergie, cette demande sera multipliée par 20 d'ici 2040. De même que le coltan est un minerai stratégique qui pourrait constituer la RDD 2 du Congo, la deuxième ressource déterminante de développement. Le coltan est un mot valise qui cumule la colombite et la tantalite, d'où sont extraites deux matières fondamentales, le tantal et le niobium dont parle la CIA dans son rapport. Selon Futura Science, le tantal est un métal de transition qui possède le 5e plus haut point de fusion de tous les éléments chimiques après l'osmium, le tungstène, le carbone et le rhénium. Son point de fusion est de 3017 degrés et son point d'ébullition est de 5458 degrés. Grand conducteur électrique, il est fondamental dans l'industrie électronique, des condensateurs, écrans à cristaux liquides et les puces DRAM. Dans l'industrie chimique, il sert au revêtement pour les réacteurs chimiques ou comme échangeur de chaleur. On l'utilise comme additif dans les superalliages et dans les domaines aérospatial et aéronautique. On le trouve aussi dans l'industrie médicale, notamment dans les prothèses. Le niobium, lui, est présent dans les aciers. Il possède un point de fusion de 2477 degrés et un point d'ébullition de 4744 degrés, presque aussi résistant que les tantals. Selon Futura Science, le niobium est utilisé à 90% dans les aciers comme élément d'alliage. Donc le coltan est fondamental, d'où l'importance stratégique du Congo qui fait l'objet de toutes les convoitises. On retrouve entre autres une mine de coltan à Fungamwaka, source de convoitises et de conflits dans l'est du Congo, près de la frontière du Rwanda, où les populations vivent dans une pauvreté indigne. On retient également la mine de Rubaya, dans le nord Kivu, qui est le plus grand producteur de coltan du pays. Elle produit plus de 1000 tonnes de coltan par an, donc la moitié de la production totale de la RDC. La plupart des mines sont tenues par les milices armées et les intérêts internationaux les financent. La RDC possède 60 à 80% des réserves de coltan du monde, indispensables à l'industrie électronique, à l'aviation, à l'automobile. On estime à 11 873 les victimes liées à la guerre pour les matières premières dans l'est du Congo. Un bilan effroyable qui fait parler de la malédiction des minerais. Le drame est d'autant plus certain que la RDC occupe la 179e place dans le classement de l'indice de développement humain, qui est un indicateur développé par le PNUD pour rendre compte du retard économique et de développement d'un pays. Pour rappel, le PIB, produit intérieur brut ou revenu global par habitant, mesure les richesses économiques à l'intérieur d'un pays pendant une année, alors que l'IDH prend en compte non seulement la réalité économique, mais également les indices du bien-être, éducation, accès à la santé, à la technologie, les loisirs, la culture, l'environnement, etc.
La RDC enregistre un IDH de 0,47, soit un indice encore plus faible que celui d'Haïti, qui est 167e avec un IDH de 0,53. Dans les régions riches en minerais comme en Kolwezi, la population manque de tout, d'emploi, d'eau, d'électricité, d'infrastructures de santé. Des exemples de ce genre, il y en a des dizaines dans le monde, et sur tous les continents. Peut-on parler de malédiction des matières premières, comme dans le cas d'Haïti par exemple? Avant de répondre à cette question, voyons pourquoi cette thèse est contestée. Deux économistes, Brunschweiler et Bult, remettent en question cette thèse. En effet, en 2008, ils vont tenter de démontrer que l'abondance de ressources naturelles n'explique pas forcément la malédiction des ressources et que d'autres facteurs économiques doivent être pris en considération. Déjà, en 1999, les économistes Thornell et Lane, dans un article intitulé Veracity and Growth, publié dans l'American Economic Review, expliquent qu'une forme de voracité va naître de la découverte de ces ressources. Les intérêts qu'elles vont susciter vont créer des rivalités politiques néfastes au progrès économique. Cette contribution est pertinente, puisqu'on va retrouver ce phénomène au Congo notamment. Ces deux critiques sont fondamentales, car elles vont remettre le système politique dans le cœur des débats et souligner le rôle et la responsabilité des élites politiques et économiques. D'autant qu'en 2012, l'économiste Tiago Cavalcanti de l'Université de Cambridge apporte à ce débat une contribution économique fiable. La volatilité des prix des matières premières entraîne des incertitudes et des risques. On arrive dès lors à une faible croissance économique. La corruption et les gaspillages surviennent pour influencer négativement l'activité économique du pays. Un autre argument économique auquel sont attentifs les économistes du développement face à la découverte des ressources naturelles dans un pays est ce qu'on appelle la maladie hollandaise. En effet, la découverte des matières premières peut conduire à une appréciation de la monnaie et dès lors plomber la compétitivité de l'économie. C'est ce qui est arrivé en 1960 lors de la découverte et l'exploitation des gisements de gaz près des côtes hollandaises et qui a conduit à une appréciation du florin, la monnaie hollandaise de l'époque. Ce choc a conduit au déclin du secteur manufacturier dans ce pays. Ces exemples montrent la complexité de la question des ressources naturelles dans les pays en développement, d'autant que certains success stories venus du Golfe arabo-persique vont venir renforcer cette remise en question de la théorie de la malédiction des ressources naturelles. C'est le cas notamment du Qatar et des Émirats arabes unis. Pourquoi ont-ils pu se développer économiquement et ne pas être les victimes de leurs ressources, malgré la convoitise des puissances régionales et globales? Dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons du cas du Qatar, qui a réussi à se développer grâce à ses hydrocarbures. Comment a-t-il fait? Et comment Haïti peut-elle s'inspirer du cas du Qatar?